Bonsoir à tous. Ce soir, on va faire une nouvelle vidéo sur les histoires d'horreur. Avant de ne plus avoir le courage, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un petit message pour me dire ce que vous en pensez de mes petites histoires d'horreur. Je ferai au mieux pour pouvoir être capable de lire plus facilement. Alors, l'histoire de ce soir vient toujours des chroniques étranges. Et le nom, c'est Le Maître des Bois. Nous sommes en 2024, dans le village de Saint-Alban, niché au creux de la forêt de la Double, en Dordogne. Désolé si j'arrive pas à le dire correctement. Un lieu si isolé que son nom n'apparaît même pas sur les cartes. Ici, le temps semble s'écouler plus lentement, au rythme des saisons et des coutumes antiques. Mais cette année-là, ce village ordinaire si paisible va devenir le théâtre d'une série de disparitions mystérieuses qui hantent encore ses habitants aujourd'hui. Il s'agit plus simplement d'une histoire de disparition. Non, ce que je vais vous raconter est bien plus simple, un simple fait divers. C'est une plongée dans l'horreur, une exploration des recoins les plus sombres de l'âme humaine et des légendes oubliées. Certains diront que c'est une blague, c'est une histoire de folie. D'autres y verront une œuvre surnaturelle. Mais une chose est certaine, cette histoire ne vous laissera pas indemne. Imaginez-vous dans un petit village isolé, entouré d'une forêt épaisse et silencieuse. Les habitants se connaissaient tous. Ils partageaient les mêmes histoires au coin du feu, les mêmes craintes murmurées en voix basse. Et pourtant, les personnes ne s'attendaient à ce qui allait se passer. Personne n'aurait pu imaginer la terreur qui avait s'abattre sur eux. La première partie. Les premières inquiétudes. Tout commence en 2024, dans le village de Saint-Alban, niché au cœur de la forêt de la Double, en Dordogne. Un endroit si reculé que peu de gens ont entendu parler. Pourtant, cette année-là, le nom de Saint-Alban avait fait la une des journaux régionaux. Le 14 octobre 2024, un fermier du village, Marcel, constate la disparition de son chien, un berger allemand nommé Titus. Marcel cherche partout dans les bois autour, appelle son chien à travers les champs. Titus! Mais Titus reste introuvable. 2 jours passés et Marcel commence à perdre espoir. Il parle de la disparition de Titus à ses voisins, qui, à leur tour, se met à chercher, pensant que le chien s'est peut-être
simplement égaré, mais sans succès. Ce n'est que le début de ce que les habitants appelleront plus tard la malédiction de Saint-Alban. Les semaines passent et d'autres animaux commencent à disparaître. Un chat, 2 chèvres, puis une vache. Et à chaque fois, les bêtes semblent s'évaporer sans laisser la moindre trace, ni corps, ni empreinte. Les habitants commencent à parler. La peur s'installe lentement, mais la situation prend une tournure encore plus sombre en décembre 2004, pardon. Lorsque c'est au tour d'un enfant de disparaître, Jérémie, un garçon de 9 ans, est porté disparu alors qu'il rentrait chez lui après l'école. Ses parents, affolés, contactaient immédiatement la gendarmerie. L'affaire est confiée à la gendarmerie locale. James. Ce dernier est particulièrement touché par ces malheureux événements. Il a grandi dans ce village et connaît chacun de ses habitants. Il lance les recherches, tourne toutes les communiqués, ses mobiles et par solidarité et même des renforts venus des villages voisins s'y joignent. Les bois sont fouillés, les rivières sondées, mais le petit Jérémie reste introuvable. L'affaire prend une tournure nationale. Les médias s'emparent de l'histoire. Les autorités envisagent toutes les hypothèses. Une fugue, un enlèvement, un accident, mais aucune piste sérieuse l'amène. Les jours passent, puis les semaines, et toujours aucun signe de Jérémie. La famille de Jérémie commence à perdre espoir et à se morfondre. La deuxième partie, une théorie du village. À Saint-Alban, les rumeurs vont bon train. Certains parlent de bêtes sauvages, un loup peut-être, d'autres évoquent des trafiquants d'animaux. Mais une autre théorie plus sinistre commence à circuler, celle d'un prédateur humain. Certains villageois méfiants commencent à soupçonner l'un des leurs, un homme solitaire, un peu étrange, qui vit à l'écart du village, dans une vieille maison délabrée. Il s'appelle Robert, oui, toujours vêtu des vieux vêtements. Il passe ses journées à errer dans la forêt, à ramasser du bois mort et à réparer ses clôtures. Il parle peu, et quand il le fait, ses propos sont souvent incohérents. Les enfants l'évitent, le surnomment le fou du village. Un soir, lors d'une réunion informelle au café du village, plusieurs habitants évoquent la possibilité que Robert soit impliqué dans ces disparitions. Après tout, il est toujours là où les événements se produisent, et son comportement étrange ne fait qu'alimenter les soupçons. Mais sans preuve, les gendarmes ne peuvent rien faire. James, le gendarme, interroge Robert.
mais il nie toute application et aucune preuve tangible ne peut se relier aux disparitions. La partie 3, l'escalade de la terreur. L'hiver 2005 est rude, avec des températures glaciales et de fortes chutes de neige. Saint-Alban est presque coupé du monde, les routes étant difficilement praticables, et pourtant les disparitions continuent. 2 autres enfants disparaissent à quelques semaines d'intervalle, toujours sans aucune trace. C'est cette fois la panique non, s'empare du village. Les habitants bar- barricadent leurs maisons, n'osent plus sortir après la tombée de la nuit, et les enfants ne vont plus à l'école. Les autorités sont sous pression, décident d'intensifier les recherches et d'envoyer les enquêteurs spécialisés. Des battues sont organisées, des chiens pisteurs sont déployés. Mais une fois encore, les recherches ne donnent rien. L'atmosphère dans le village est devenue irrespirable. Aucun suspectant, chacun suspectant son voisin, redoublant d'être redoutant d'être le prochain à perdre, à perdre son proche. Nous sommes en mars 2005. James est désespéré. Il a tout essayé pour élucider cette affaire, ou presque. Il ne souvient d'une autre théorie qu'il avait entendue au café. Une théorie bien moins tangible, tant qu'elle semblait improbable. Mais il ne pouvait s'empêcher d'y songer. Il avait en effet entendu Sarah, la bibliothécaire, parler à la voix basse d'une entité maléfique qui habitait dans la forêt. On raconte qu'il y a une centaine d'années, il y avait eu une série de meurtres. Tous les cadavres avaient été retrouvés tout près d'un autel sacrificiel dans la forêt. Les légendes racontent que ces horribles événements avaient été orchestrés par cette entité maléfique. James se rendit donc à la bibliothèque d'un pas lourd, mais incertain. Il demanda à Sarah si elle pouvait l'amener à l'hôtel où les corps avaient été trouvés. Sarah se dirige vers la bibliothèque, prit un livre intitulé Le Maître des Bois. Elle le feuilleta afin d'y trouver des détails sur ce lieu. Et la plupart des pages étaient déchirées ou même brûlées. Cela ressemblait plus à des grimoires ésotériques qu'autre chose. Pas de chance. L'une de ces pages en bon état était celle de la cartographie des lieux. Elle est difficilement compréhensible, mais Sarah pense pouvoir y amener le gendarme, ce qu'elle fit. Il traversa tout de la forêt. Ils se mirent à rechercher
Puis James souleva un amas de débris et de branches qui se révéla être une charnière improvisée. Sous les débris, il trouva les corps des animaux disparus, horriblement mutilés. Mais ce qui lui fit glacer le sang, c'était la présence d'ossements humains parmi eux. L'identification est difficile, mais il est clair que c'est les restes qui appartenaient à Jérémie et le premier enfant disparu. La partie 4. La vérité immerge. Cette découverte macabre pousse le gendarme à se renseigner davantage sur la légende liée sur cet hôtel. Il alerta immédiatement les autres enquêteurs. Il ne dorma pas de la nuit. Il la passa à faire des recherches plus poussées sur Internet sur le maître des bois. Après des longues heures, il trouva finalement que la série des meurtres qui s'était passée des centaines d'années auparavant avait été orchestrée par une secte qui vénérait la fameuse entité maléfique qui sommeillait dans les bois. Puis il remarqua sur l'une des photos du site internet en question des signes et des symboles qui ressemblaient étrangement à celles présents sur la porte de la maison de Robert. Après tant de temps, James a enfin une piste. Au petit matin, il en alerta les enquêteurs. Robert était le seul suspect. Il est immédiatement placé en garde à vue et les gendarmes fouillaient sa maison de fond en comble. Grâce à un mandat de perquisition accordé par le juge qui y avait là la seule petite chance de trouver enfin une piste et d'apaiser les médias. C'est dans la cave de l'horreur se révèle pleinement. Les murs sont recouverts de dessins et de symboles incompréhensibles, griffonnés avec du charbon et parfois du sang. Ces inscriptions semblaient former des invocations ou des prières destinées à incanter destinées à une entité inconnue. Au milieu de la pièce, un vieux carnet, sale et abîmé, attirait l'attention des enquêteurs et de James. Il semblait vaguement à celui de la bibliothèque. Il contient des pages et des textes incohérents, mêlant prières délirantes et récits de sacrifices rituels. Robert, interrogé par les enquêteurs, est d'abord silencieux, le regard vide, comme absent. Mais progressivement, il commence à parler, à murmurer des brives d'histoire. Il raconte que tout a commencé quelques années auparavant, lorsqu'il a découvert un ancien hôtel de pierre enfoui dans la forêt, à proximité de la rivière. Cet hôtel
selon lui, était un lieu de culte oublié, dédié à une entité qu'il appelle Maître des Bois. Robert explique qu'à partir de ce moment, il a commencé à entendre des voix, au début faibles, puis de plus en plus insistantes, qui lui ordonnaient des instructions. Ces voix, dit-il, lui parlaient de la fin du maître, de ses besoins de sacrifice pour continuer à protéger la forêt des terres environnantes. La partie 5, la descente dans la folie. Au fil des jours, les enquêteurs reconstituent peu à peu le cheminement de Robert vers la folie. Homme autrefois solitaire mais inoffensif, il avait toujours vécu à l'écart, préférant la compagnie de la nature à celle des hommes. Mais après sa découverte de l'autel, son comportement a commencé à changer. Il se sentait investi d'une mission, celle de protéger la forêt en accomplissant les rituels que les voix lui dictaient. D'abord, il a commencé par capturer, pas les Pokémon, mais bon, à capturer et sacrifier des petits animaux, pensant apaiser ainsi la créature, selon lui. Veiller sur les lieux. Mais rapidement, la voix en exigeait plus. Elle lui disait que les petits sacrifices n'étaient plus suffisants. Elle se supplie de plus grands sacrifices en gros. Robert, déjà instable, s'est convaincu qu'il n'avait pas le choix. Il pensait qu'en obéissant aux voix, il évitait la colère du maître des bois, qui, selon lui, avait pu déclencher des catastrophes naturelles ou semer la mort dans le village. C'est ainsi qu'il est venu à s'en prendre aux enfants. Il les attirait avec des promesses d'aventure dans la forêt, là où il disait connaître un endroit secret. Une fois isolés, il les amenait près de l'autel et les exécutait les rituels sacrifices. Robert décrit ces événements après une froide terrifiante. Robert décrit ces événements avec une froideur terrifiante. C'est déjà mieux. Comme s'il n'était plus lui-même. Comme s'il n'avait agi sous l'emprise d'une force extérieure. La partie 6. Le mythe du maître des bois. Les enquêteurs, horrifiés par le récit de Robert, décidant de se pencher sur cette histoire. C'est cette entité qu'on appelait maître des bois. Ils consultaient des historiens locaux et des archives, grâce notamment à Sarah, essayant de trouver des traces de ce culte mystérieux. Il découvrit que la région de Saint-Alban est entourée de légendes anciennes, datant de plusieurs siècles. L'une d'elles, en particulier,
parle d'un esprit de la forêt, une créature ancienne, vénérée par des druides. Cet esprit, appelé gardien des arbres ou maître des bois dans certaines versions, était censé protéger la forêt contre des intrus en échange de sacrifices. Les sacrifices, selon la légende, devaient être des offrandes de sang versées par le garantie des récoltes abondantes et une forêt florisant. Oh, une belle forêt en gros. Au fil du temps, cette pratique avait disparu, supplantée par du christianisme et des nouvelles croyances. Mais certains symboles anciens, comme ceux retrouvés dans la cave de Robert, semblent collaborer l'existence de ces rites. Les historiens expliquent que ces peuples anciens croyaient que, si les sacrifices s'arrêtaient, le maître des bois se vengerait en répandant la maladie, la mort sur ceux qui l'avaient abandonné. Ces histoires, bien oubliées pour la plupart des gens, auraient pu ressurgir dans l'esprit fragile de Robert, attirant ses délires. La partie 7. Le jugement de Robert. Lorsque l'affaire est portée devant les tribunaux, les psychiatres qui examinaient Robert concluent qu'il souffre gravement de troubles mentaux, exacerbés par son isolement et sa fascination par les légendes locaux. Il est diagnostiqué schizophrène paranoïde. Bon, j'arriverai pas à dire correctement et je m'en excuse. Ayant perdu son contact, ouais, avec la réalité, au point que persuadé qu'il était le serviteur d'une ancienne divinité. Robert est jugé et déclaré pénalement irresponsable de ses actes. Il est interné à vie dans un hôpital psychiatrique, mais le traumatisme qu'il a laissé à Saint-Alban ne disparaîtra jamais. Le village est déjà marqué par ces pertes tragiques, continue à vivre dans l'ombre de cette histoire. La plupart des enfants ont été interdits d'approcher la forêt par leurs parents. Les anciens de Saint-Alban racontent parfois qu'on peut encore entendre des murmures dans la forêt, des voix qui semblent appeler, peut-être des échos des rituels de Robert, ou peut-être autre chose. Le maître des bois, même après la disparition de son dernier adorateur, semble garder un œil sur Saint-Alban. La conclusion de cette petite histoire. L'histoire de Robert et de Saint-Alban est un exemple effrayant de la façon dont les croyances anciennes, oubliées pour la plupart, peuvent ressurgir et conduire
des esprits fragiles à commettre l'irréparable. C'est une histoire qui nous rappelle que parfois les pires monstres ne sont pas ceux que l'on trouve dans les légendes. Après, il y a d'autres petits trucs, mais franchement, cette petite histoire, je ne sais pas pour vous, mais je l'ai bien apprécié de la lire. Franchement, je me demande si c'est vraiment une histoire réelle. Passons. En tout cas, pour ce soir, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et faites-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette petite histoire qui a eu, c'est le maître des bois. Et franchement, je l'ai bien apprécié. J'ai trouvé qu'elle était bien comme il fallait cette fois-ci. Alors, à bientôt et faites de beaux rêves. En tout cas, si vous en êtes capable, à bientôt.